Il faut rappeler qu'il s'agit d'un phénomène qu'il est nécessaire d'anticiper pour assurer la santé et la sécurité des salariés. En effet, voici quelques éléments chiffrés qui démontrent mon propos. Dans les Hauts-de-France, il y a eu 3 accidents du travail mortels sur le mois de juin 2023, avec un lien possible avec la chaleur. Au niveau national, c'est environ 11 accidents du travail mortels sur l'ensemble de l'été 2023. Il faut savoir que la victime la plus jeune avait 19 ans, ce qui montre bien que cela concerne toutes les catégories de population. Également une particularité, c'est le fait que la moitié des accidents concernent les entreprises du bâtiment et travaux publics, ce qui est logique dans ce genre de situation, puisque ce sont des salariés qui travaillent en extérieur. Il faut donc intégrer le fait qu'il s'agit d'un risque réellement présent dans notre région. Pour vous parler de canicule aujourd'hui, nous diviserons cette présentation en 3 grandes parties. Une première partie axée sur la définition de la canicule et sur ses effets sur la santé, qui sera animée par Madame Élise Clément, Madame Aurélie Bukowski et Madame Isabelle François, toutes les 3 infirmières en santé-travail. Une deuxième partie sera consacrée aux bonnes pratiques de prévention pour limiter les risques durant cette période. Cette partie sera animée par Monsieur Victor Houdin, responsable prévention. Et enfin, nous garderons un temps, une dernière partie consacrée à vos questions que vous aurez l'occasion de poser pendant ce webinaire ou celles que vous nous avez fait parvenir dans le cadre de votre inscription. Je vais maintenant laisser la parole à Madame Élise Clément qui va débuter la partie santé. Élise, c'est à toi. Merci Florent et bonjour à tous. Donc, nous allons aborder ensemble les différents seuils de chaleur. Donc, en premier lieu, nous avons le pic de chaleur qui correspond à une chaleur intense et de courte durée. Nous avons ensuite l'épisode persistant de chaleur, quant à lui, qui correspond à une température élevée supérieure à 3 jours. Ensuite, nous avons la canicule, qui est une période de chaleur intense qui atteint ou dépasse les seuils départementaux pendant 3 jours et 3 nuits consécutives. Le seuil de déclenchement de l'alerte canicule varie donc, comme vous l'avez compris, d'un département à l'autre. Les diverses régions de France étant plus ou moins habituées et donc adaptées à la chaleur. Ainsi, Météo France estime que l'Aisne et l'Oise seront toutes deux considérées en canicule lorsque les températures dépasseront 33 degrés le jour et 18 degrés la nuit. Puis pour terminer, nous avons la canicule extrême, qui est une canicule exceptionnelle par sa durée, son étendue et par son impact sanitaire et sociétal. À noter également que la notion de seuil d'alerte n'existait pas avant la canicule de 2003. Pardon, je reviens sur la diapo précédente. Je voulais juste faire une précision également concernant la température réelle, qui correspond plutôt à qui est mesurable, tandis que la température ressentie prend en compte différents éléments comme la vitesse de l'air, l'humidité ou encore le niveau d'activité métabolique, donc si vous avez plutôt une activité sédentaire ou une activité physique. Les différents seuils d'alerte dans les cartes destinées au grand public sont souvent associés à une couleur. Le vert qui signifie qu'il n'y a pas de vigilance particulière. Le jaune qui est réservé au pic de chaleur. La canicule qui correspond à la vigilance orange. Et le rouge à une canicule extrême, avec le déclenchement du plan canicule qui est actif du 1er juin au 15 septembre. Dans ce cas, il est donc intéressant et plutôt nécessaire de réévaluer le risque quotidiennement. D'un point de vue réglementaire, il est donc bien de rappeler que l'employeur est le garant de la sécurité et de la protection de la santé physique et mentale de ses salariés. Des mesures de prévention primaire collectives doivent être mises en place. Ces mesures sont notamment stipulées dans le Code du travail. Elles ont pour but de réduire la survenue d'accidents ou de maladies qui sont en lien avec l'exposition à des températures élevées extérieures. Toutefois, aucune température limite n'existe pour le travail à la chaleur, mais on considère qu'il y a un risque pour les salariés au-delà de 30 degrés pour une activité sédentaire et 28 degrés lors d'un travail physique. La prévention passe également par l'isolement vestimentaire du salarié afin de permettre le processus de thermorégulation. La thermorégulation, c'est le processus d'évacuation de la chaleur corporelle grâce à la transpiration. C'est un mécanisme qui est naturel et qui vise à protéger les organes internes. Il est donc conseillé de porter une tenue vestimentaire de couleur claire, en coton,
ample et de protéger la tête du soleil par le port d'une casquette ou d'un chapeau afin de ne pas bloquer ce processus. Et je vais laisser ensuite la parole à ma collègue Aurélie. Pardon. Donc moi, bonjour à tous et merci Élise. Donc moi, je vais vous parler de l'impact qu'a la chaleur sur la santé physique des salariés. Les fortes chaleurs peuvent induire des troubles systémiques à type de syncope, d'œdème, de crampes, de malaise ou coup de chaleur. Des troubles locaux qui peuvent être des lésions cutanées ou des brûlures. Les symptômes possibles, la fatigabilité. Tout effort est plus fatigant sous forte chaleur. Une transpiration excessive qui peut entraîner des réactions cutanées à titre de plaques ou démangeaisons. Des crampes musculaires qui apparaissent après un effort et qui sont réversibles. On peut aussi avoir des nausées, des vertiges, des troubles de la vue, des malaises qui sont dus à une baisse de la tension artérielle, qui traduisent une mauvaise adaptation à la chaleur. L'insolation. Le signe d'alerte, ça va être l'exposition excessive au soleil. La déshydratation qui est due à un manque d'eau, de sels minéraux. Donc ça va se traduire par une soif, la sécheresse de la bouche et des lèvres et des réductions des urines. Et enfin le coup de chaleur qui est une urgence médicale. Le salarié peut tenir des propos délirants, des convulsions, une perte de connaissance et une chute de tension artérielle. Ces différents symptômes, on peut les répertorier par différents niveaux de gravité. En niveau 1, le coup de chaleur, qui se traduit par des rougeurs, des douleurs, des œdèmes, des vésicules, de la fièvre ou des céphalées, qui peuvent dire aussi des maux de tête. Le niveau 2, ça va être la crampe de chaleur. Donc ça va être des spasmes douloureux au niveau de la jambe, au niveau au niveau de l'abdomen, de la transpiration. Et en troisième niveau, un épuisement, une forte transpiration, une faiblesse, froideur et pâleur de la peau, un pouls faible, une température normale. Et enfin, en quatrième niveau, le coup de chaleur, qui est une urgence médicale. La température corporelle dépasse les 40,6 degrés. La peau peut être sèche et chaude. Un pouls est rapide et fort. Il peut y avoir une perte de conscience et ça peut aller jusqu'au décès par défaut de thermorégulation. Je vais maintenant laisser la place à ma collègue Isabelle. Merci Aurélie. Bonjour à tous. Voici donc quelques recommandations pour éviter la déshydratation. Il faut boire régulièrement de l'eau, même si on ne ressent pas la sensation de soif. L'idéal est de boire toutes les 15 à 20 minutes. La recommandation est de boire 1,5 litre minimum par jour, voire plus en cas de chaleur. De l'eau potable et fraîche doit être mise à disposition par l'employeur. Il faut également éviter les repas trop gras et trop copieux et favoriser une alimentation riche en eau avec des repas légers et fractionnés. Il faut éviter également les boissons riches en caféine et bien sûr toutes les boissons alcoolisées, y compris la bière et le vin, qui engendrent une déshydratation. Autre recommandation, les fortes chaleurs peuvent être révélatrices de certaines pathologies préexistantes, comme les maladies cardiovasculaires, rénales ou endocriniennes, type diabète. Il ne faut surtout pas hésiter à se rapprocher de son médecin traitant si un ou plusieurs de ces symptômes se présentent. Il est à noter également que certains médicaments psychotropes liés à l'exposition à la chaleur peuvent engendrer des malaises. Parlons maintenant du phénomène d'acclimatation. Sous l'effet d'une exposition prolongée à la chaleur, on parle d'acclimatation. Le phénomène de transpiration devient plus efficace, les risques de déshydratation diminuent et le pouls baisse. Le salarié acclimaté à la chaleur a une réduction de sa température centrale et de sa fréquence cardiaque. La sudation intervient plus tôt. En cas de malaise, il faut solliciter les premiers secours.
Donc, il faut solliciter les sauveteurs secouristes du travail si vous en avez dans votre entreprise. Dans tous les cas, il faudra impérativement alerter ou faire alerter les secours. Nous avons le SAMU, le 15, ou alors le numéro d'appel européen des services, le 112. Deux cas de figure. La victime est consciente, il faut la mettre au repos et l'amener à l'ombre ou dans un endroit frais et bien aéré, si possible, la découvrir, lui placer des linges humides sur la plus grande surface de son corps, lui faire boire de l'eau fraîche. Deuxième cas de figure, la victime perd connaissance, il faut la mettre en position latérale de sécurité et la surveiller en attendant l'arrivée de secours. Des brochures Presoa sont là pour vous aider, que vous pouvez consulter sur notre site internet presoa.org. Donc 2 brochures canicule et forte chaleur, prévenir les risques, et une brochure sur les risques, sur les premiers secours avec le matériel et les conduites à tenir. Donc je passe maintenant la parole à Florent. Merci beaucoup, mesdames, pour cette présentation sur le volet santé. Nous allons maintenant parler prévention et je vais laisser la parole à Monsieur Victor Houdin, responsable prévention. Victor, c'est à toi. Merci Florent. Bonjour à tous. Donc moi, je vais vous expliquer un petit peu tous les conseils qu'on peut vous donner pour, en tant qu'employeur, mettre en place un programme de prévention efficace contre les fortes chaleurs. Pour commencer, toute démarche de prévention doit repartir des principes généraux de prévention qui sont toujours les mêmes. On a 9 principes généraux de prévention qui sont tout à fait hiérarchisés. Donc vous avez en premier lieu éviter, supprimer les risques. C'est toujours la démarche que l'on doit avoir en premier lieu. Et ensuite, si le risque ne peut pas être supprimé, de l'évaluer et de le combattre à la source. Alors, concernant le risque de canicule, supprimer, éviter le risque, ça risque d'être difficile, à part si vous êtes prêt à déménager votre activité en Islande, vous ne pourrez pas y échapper. Il faut donc mettre en place des mesures spécifiques. Et pour mettre en place ces mesures spécifiques, on vous recommande de faire appel à votre outil de pilotage de la prévention, le document unique d'évaluation des risques professionnels, DUERP. C'est vraiment votre outil principal qui va piloter l'ensemble de votre démarche de prévention. Donc, nous recommandons d'intégrer le risque canicule comme un risque à part entière dans le document unique, même s'il existe déjà un risque lié à une ambiance thermique chaude, si votre activité professionnelle implique une exposition permanente à la chaleur. Par exemple, une activité de pressing, de restauration, travail des métaux, travaux de soudure, activité de fonderie, etc. Donc prenons par exemple justement un ouvrier dans une fonderie. Dans le document unique, on s'attend à retrouver 2 éléments bien distincts. Le risque lié à la chaleur du processus, donc là l'exposition au four à proximité de métal en fusion, donc avec, face à ce risque, des mesures de prévention adaptées sur les tenues, sur les outils, sur la délimitation des zones par exemple, et une deuxième ligne bien séparée sur le risque lié à un épisode de canicule. Dans ce cas de figure, les 2 risques forcément vont venir s'associer et le risque canicule va aggraver le risque déjà préexistant lié à la chaleur. Donc on va avoir une aggravation de l'ambiance thermique et du coup, en tant qu'employeur, vous devez envisager des mesures spécifiques complémentaires pour faire face à ce risque de canicule. Un dernier conseil concernant le document unique, votre évaluation, on réfléchit de base dans le document unique à une évaluation par poste de travail. Néanmoins, vous devez anticiper aussi les situations qui pourraient concerner des cas individuels particuliers. On pense notamment aux femmes enceintes qui vont être plus fragiles, les salariés de moins de 18 ans sur lesquels vous devez mettre en place de la prévention complémentaire, mais également des salariés qui pourraient avoir des problèmes de santé, qui pourraient représenter un risque supplémentaire en cas d'exposition à la chaleur. Alors vous n'avez pas connaissance des problèmes de santé de vos salariés, donc vous devez faire appel à votre médecin du travail.
pensez bien lors de votre déclaration d'effectifs à déclarer une éventuelle exposition aux fortes chaleurs, y compris uniquement dans une situation de canicule, pour que le médecin du travail puisse vous donner des conseils appropriés si, pour certains salariés, s'ils le nécessitent. Ensuite, la construction du plan de prévention. Moi, je vous recommande de suivre, comme pour toute activité de démarche de prévention, le principe THO, technique, humain et organisationnel. Ce sont les 3 principales catégories sur lesquelles vous allez pouvoir agir pour prévenir les risques professionnels et le risque de forte chaleur. On va vous recommander dans un premier temps de travailler sur l'organisation du travail. C'est un des éléments qui va être les plus efficaces pour prévenir le risque lié aux canicules. Ensuite, les éléments techniques et enfin la partie qui va agir sur l'humain directement sur les salariés. Donc, les mesures organisationnelles. Ce que on vous recommande de faire, c'est d'anticiper, comme l'a dit Florent en introduction. Effectivement, on ne devrait pas avoir de canicule dans les jours à venir, mais on pourrait avoir un épisode cet été. Si ce n'est pas cet été, l'été prochain. Dans tous les cas, il est préférable d'avoir bien pris le temps avant l'épisode de canicule pour vous organiser et créer une sorte de plan canicule qui vous suffira ensuite de déclencher le jour où la canicule arrive. On vous recommande de travailler sur ce plan canicule avec le CSE, notamment sur l'aménagement des horaires de travail. Si votre plan canicule comporte un aménagement des horaires de travail, eh bien, il devra nécessairement être validé par les CSE. Donc, il vaut mieux anticiper au maximum. Donc, pour les mesures en tant que telles, dans un premier temps, déjà mettre en place une surveillance pour pouvoir identifier quand est-ce qu'on va arriver dans une situation de canicule. Donc, le site Météo France qui va 2 fois par jour, hein, à 6 h du matin et à 16 h, actualiser sa carte des niveaux de vigilance. Et donc, s'il y a une alerte orange, canicule ou rouge, eh bien, vous allez avoir l'information sur Météo France. L'aménagement des horaires de travail, ça c'est une des mesures les plus «faciles» entre guillemets, même si ça nécessite, une, négociation avec un CSE si vous en avez un. Dans l'option d'une canicule, bah, il est préférable d'aménager l'activité pour que vous puissiez démarrer plus tôt le matin. Puisque c'est là qu'on va avoir les heures les plus fraîches de la journée, hein. Donc, au lieu de démarrer, à 8 h ou 9 h, démarrer à 6 h du matin, pour pouvoir terminer plus tôt l'activité et en tout cas, éviter le travail aux horaires, où la chaleur est la plus élevée, donc, à partir de la fin de matinée jusqu'en milieu d'après-midi. Évitez au maximum que vos collaborateurs travaillent de manière isolée dans le cadre d'un épisode de canicule. On vous recommande, notamment, voilà, le travail isolé va avoir un impact bénéfique sur 2 éléments. Le fait, aujourd'hui, privilégier le travail d'équipe, eh bien, ça permet une surveillance mutuelle des salariés. C'est-à-dire que, un salarié, tout seul, ben, s'il se sent mal, il va peut-être pas forcément avoir la capacité de donner l'alerte. Par contre, si vous avez au moins un binôme, voire plus, eh bien, si un salarié se sent mal, ses collègues vont pouvoir s'en rendre compte et faciliter, l'alerte et l'intervention éventuelle des secours. Le fait de travailler en équipe, ça va aussi permettre de réduire la charge physique, si vous avez une activité qui nécessite, par exemple, de la manutention manuelle. Limiter l'exposition au soleil et à la chaleur, ça paraît évident. Ce qu'on veut dire par là, c'est que dans le cadre de votre organisation du travail, si vous avez des activités, qui, nécessitent d'être en plein soleil ou d'être exposé à la chaleur et que vous avez des activités, au contraire, qui sont réalisables dans une ambiance un peu plus climatisée ou avec une ventilation avec de l'ombre, eh bien, essayez de faire en sorte de préparer une rotation du personnel pour, permettre d'alterner entre les situations d'exposition et les situations de non-exposition de repos. Pensez aussi à, permettre à vos salariés d'adopter leur rythme de travail,
leur propre rythme de travail par rapport à la situation. Un salarié qui va travailler dans une période de canicule, notamment sur une activité physique, mais pas que, eh bien, va être moins efficace en période de canicule que d'habitude. Par contre, si vous avez donné des objectifs individuels à vos salariés et que vous ne les adaptez pas, ben, le salarié risque de se mettre en danger en essayant d'atteindre ces objectifs qu'il atteint habituellement hors période de forte chaleur. Si vous en avez la possibilité dans votre activité de travail, limitez ou reportez le travail physique, les phases de travail physique, le temps que l'épisode de canicule passe. Ça permettra de réduire la production de chaleur métabolique et de limiter les risques de coups de chaleur. Prévoyez bien entendu des sources d'eau potable et fraîche à proximité des postes de travail. Même s'il y a des sources d'eau potable, si elles sont éloignées du poste et que le salarié, ben, ne va pas pouvoir aller s'hydrater, eh bien, il y a un risque accru de déshydratation. Donc essayez de prévoir un maximum de sources d'eau potable et le plus proche possible des postes de travail. Faites attention aussi, notamment pour les activités en extérieur, aux réverbérations qui peuvent accroître le risque de coups de chaleur. Si on va travailler à proximité de véhicules avec des pare-brises, des carrosseries qui vont réfléchir la lumière et donc la chaleur, les activités de marbrier, de couvreur, activités sur les chemins de fer, ce sont que quelques exemples, mais pensez aussi à identifier d'éventuels risques de réverbération. Ça peut aggraver le risque, même si la température affichée au thermomètre n'est pas si élevée. Pour les expositions prolongées aux fortes chaleurs, essayez de mettre en place des périodes d'acclimatation, hein. Donc sur une canicule de 3 jours, ça n'aura aucune utilité puisque l'acclimatation va prendre, au moins 1 semaine et demie. Mais si vous avez une activité, où on a une exposition régulière à la chaleur ou au soleil et que vous intégrez des nouveaux salariés, des intérimaires, même un salarié qui revient, d'une période, prolongée de congé ou d'un arrêt de travail, pensez à adapter l'organisation du travail, pour, limiter dans un premier temps, l'exposition au soleil et d'y aller progressivement. Concernant les mesures techniques, alors bien entendu, mesures techniques, on va travailler dans un premier temps sur la réduction du métabolisme et donc des efforts physiques. Si vous avez la possibilité de mettre en place des aides à la manutention, eh bien, ça va également limiter le risque de coup de chaleur. Et ensuite, pour le travail dans des locaux en intérieur, eh bien, faites le tour des éléments qui vont vous permettre de moduler l'arrivée de chaleur et de lumière et de moduler la température et l'humidité interne. Donc, la mise en place de stores sur les fenêtres, de brumisateurs dans les locaux pour maintenir un peu plus d'humidité, les ventilateurs, mais idéalement, la climatisation restera le moyen technique le plus efficace. Il y a aussi des mesures spécifiques pour, les activités de bâtiments travaux publics. Ça, c'est du réglementaire. Pour le bâtiment pour l'activité de bâtiment travaux publics, chaque salarié doit disposer d'au minimum 3 litres d'eau potable et fraîche par jour. Ça, c'est du réglementaire. On n'a pas un seuil équivalent pour les activités en dehors du BTP. Préparer un lieu de repos adapté aux fortes chaleurs ou aménager le chantier afin de permettre l'organisation de pause dans des conditions de sécurité équivalentes. Donc, idéalement, une base de vie climatisée, mais au moins des espaces à l'abri du soleil et un peu rafraîchis. Et soyez aussi vigilants sur le port des EPI. Alors, le port des EPI reste obligatoire, hein. S'il y a besoin d'un casque de chantier, il faudra garder le casque de chantier. Un masque à poussière également. Mais prenez compte aussi de ces éléments-là dans votre évaluation, puisque c'est par exemple, un masque de poussière, eh bien, va augmenter la pénibilité ressentie du fait du travail à la chaleur. On va terminer par les mesures qui vont qui vont agir directement sur les salariés en tant que tels. Bien entendu, la sensibilisation des collaborateurs, comme pour tout risque professionnel, il est important de sensibiliser les collaborateurs aux risques liés au travail à la chaleur. Les éduquer sur les signes d'alerte du coup de chaleur,
que faire en cas de coup de chaleur pour organiser les premiers secours, bien s'hydrater régulièrement, tous ces éléments-là, en tant qu'employeur, vous devez passer ces messages à l'aide des outils, par exemple, que l'on vous propose. Vous pouvez aussi mettre en place des EPI, des équipements de protection individuelle, spécifiquement adaptés au travail aux fortes chaleurs. Il existe par exemple des casquettes rafraîchissantes avec un tissu cache-nuque qui va permettre de limiter l'exposition de la nuque au soleil, des tenues réfrigérantes, notamment des gilets avec des poches de froid qui vont permettre de réguler la température corporelle pendant une durée prolongée. Ouais, il existe pas mal d'équipements qui sont adaptés pour cette situation. Aussi, une consigne à faire passer à vos salariés, évitez de travailler sans vêtements, notamment sans t-shirt, parce que ça peut paraître un réflexe de se dire bah, j'ai trop chaud, je retire mes vêtements. Et en fait, dans le cadre du travail au soleil, ça va être aggravant, puisqu'on va avoir le soleil qui va agir directement sur la peau et chauffer la peau. Donc, comme l'a dit Élise dans sa partie, euh, il est préférable d'avoir des vêtements couvrants, des vêtements à manches longues, mais de couleur claire, respirant, idéalement en coton, pour bloquer le soleil et permettre la respiration de la peau. Sachez que pour les vêtements de travail, il existe une norme spécifique qui va venir certifier un niveau de performance pour le travail au soleil. Donc on a trois indices de protection qui vont de bonne, très bonne à excellente et qui certifient que les vêtements de travail sont adaptés au travail au soleil et qui vont bloquer suffisamment les UV, éviter que les UV passent au travers sur la peau. Donc c'est la norme EN 13758. Vous avez aussi la possibilité de fournir de la crème solaire en tant qu'employeur, mais on vous recommande de faire le point au préalable avec le médecin du travail pour qu'il puisse vous accompagner sur le choix de la crème et de l'indice. Donc il y a un petit document qui a été créé par l'OPP-BTP, question-réponse sur le sujet. Vous aurez le lien dans la présentation à l'issue du webinaire. Et enfin, la dernière mesure la plus efficace à garder en dernier recours, si malgré tous les éléments que vous avez pu mettre en place en termes d'organisation, de moyens techniques, de sensibilisation, si le risque reste élevé parce qu'on a des températures records, parce que votre activité ne peut pas être aménagée par rapport à l'exposition au soleil, aux fortes chaleurs, eh bien, vous devez envisager, dans ce cas de figure, d'arrêter l'activité le temps que la canicule se passe, ou du moins que les jours les plus chauds se passent. Il est parfois préférable de perdre une journée d'activité que d'avoir un accident grave ou potentiellement mortel parmi votre effectif. Pour terminer, quelques ressources qui sont à votre disposition en tant qu'employeur. Vous n'êtes pas seul face au risque de forte chaleur. Donc déjà, au niveau de Présoa, on peut vous accompagner de plusieurs manières. On vous a parlé, et Isabelle vous a présenté très brièvement plusieurs brochures qui concernent le risque de forte chaleur, des brochures adaptées à l'employeur pour vous aider à mettre en place votre plan d'action et des brochures adaptées aux salariés pour les sensibiliser sur le risque. Nous avons aussi sur notre chaîne une courte vidéo de sensibilisation sur la canicule. Au-delà des supports de communication, vous pouvez être accompagné par l'équipe pluridisciplinaire de votre médecin du travail dans le cadre d'actions sur le milieu de travail de prévention du risque lié aux fortes chaleurs. Dans le cadre de la visite pour la fiche d'entreprise, par exemple, sur lequel on va faire avec vous le bilan de l'ensemble des expositions au risque professionnel de vos salariés. On peut intervenir directement en sensibilisation auprès de vos salariés, vous aider à rédiger ou compléter, mettre à jour votre document unique d'évaluation des risques. Et bien entendu, dans le cadre du suivi individuel de vos salariés, le médecin et l'infirmier
vont aussi aborder ces situations et donner des conseils à vos salariés qui seraient exposés. Enfin, Prezoa dispose d'un site internet sur lequel vous avez tout un ensemble de ressources et des nouvelles ressources qui sont ajoutées quasiment chaque semaine. Sachez aussi que si un épisode de canicule est annoncé par Météo France concernant nos départements, eh bien, il y aura une communication spécifique de Prezoa sur le site internet, sur les réseaux sociaux, pour vous rappeler les bonnes pratiques de prévention dans cet épisode. Vous avez également d'autres ressources en dehors de Prezoa. Comme je vous l'avais dit, l'OPP-BTP, l'organisme spécifique de prévention pour l'activité de BTP, propose de nombreux éléments et notamment un support très complet sur l'adaptation de votre plan de prévention par rapport au travail en forte chaleur. Également l'INRS, un autre organisme national de recherche de sécurité, qui propose aussi pas mal de contenus, de guides, d'affiches de sensibilisation sur le risque. Et puis, le plan annuel canicule du gouvernement va chaque année proposer aussi des éléments de communication, des conseils que vous pouvez appliquer dans votre structure. J'ai terminé ma partie. Je vous remercie et je repasse la main à Florent. Merci beaucoup Victor pour cette présentation très complète. Nous allons maintenant prendre un temps pour répondre aux différentes questions qui nous ont été remontées dans le cadre de l'inscription. Et nous allons commencer par une question et je vais inviter ma collègue Isabelle à répondre à cette question. Y a-t-il des prescriptions particulières pour l'usage d'un véhicule en période de canicule? Alors non, Florent, il n'y a pas de prescription particulière, seulement des recommandations de bonnes pratiques. Par exemple, avoir la climatisation dans son véhicule ou avoir des pare-soleil qu'on peut mettre sur le pare-brise et si possible, de stationner le véhicule à l'ombre. Merci Isabelle. Donc que des recommandations de bonnes pratiques comme on peut les appliquer dans sa vie quotidienne. Une autre question qui va plutôt concerner les locaux de travail et je vais inviter ma collègue Élise à y répondre. Comment rafraîchir un bureau vitré et exposé au soleil? Oui, Florent, donc comme l'a abordé Victor dans les moyens techniques, vous pouvez rafraîchir les locaux vitrés par la mise en place de volets ou de stores afin d'avoir la possibilité d'occulter la lumière, par l'ouverture des bureaux le matin afin de profiter des températures qui sont plus fraîches dans la matinée, par l'utilisation de la climatisation si les locaux en sont équipés, ou encore par l'installation de films de protection anti-UV. En fait, ces filtres réduisent l'énergie qui provient du soleil. Il y a la lumière visible qui est toujours capable de traverser le verre, mais la température à l'intérieur de la pièce reste confortable. Il en existe des permanents ou des amovibles pour ceux qui voudraient les retirer éventuellement l'hiver. Très bien. Et si on élargit un petit peu la question au-delà des bureaux, est-ce qu'il y a des moyens pour tous les ateliers, un environnement, je dirais, peut-être plus industriel? Alors oui, pour optimiser le rafraîchissement des ateliers, vous pouvez avoir recours à un rafraîchisseur ou un climatiseur, simplement à des ventilateurs ou des brasseurs d'air. On parle de ventilation mécanique, qui sont des moyens efficaces parce qu'ils améliorent la circulation de l'air dans l'atelier dans le but d'aérer et de rafraîchir. Mais de manière plus simple, vous pouvez procéder à l'ouverture des portes et éventuellement des dômes de toiture si vous en avez, le matin aux heures les plus fraîches, tout en surveillant au préalable le risque d'orage ou de vent pour ne pas endommager les structures. Très bien, merci beaucoup Élise. Nous avons une autre question et je vais inviter Victor à y répondre, qui est une question avec plusieurs éléments autour des gilets refroidissants. Est-ce qu'une prime pour les salariés est possible et éventuellement des points de pénibilité? Alors, au niveau des gilets rafraîchissants, comme je vous l'ai dit, parmi les équipements de protection individuelle, c'est un élément qui peut être assez efficace pour réduire la contrainte liée aux fortes chaleurs, notamment pour les activités de fonderie. Euh, Après, si on parle de prime, une prime en quelque sorte d'exposition, bon, ça ne sera pas une mesure de prévention en tant que telle, mais plutôt un dispositif de compensation. Et de la même manière, pour la pénibilité au travail,
À partir du moment où le salarié est exposé au moins 900 heures par an à une température de plus de 30 degrés, il sera considéré comme étant un facteur de pénibilité sur les fortes chaleurs et pourra cumuler des points, qu'il ait une prime ou non, ou qu'il ait un gilet rafraîchissant ou non. Alors bien sûr, les salariés travaillant à l'extérieur, dans nos régions, ils sont pour l'instant pas concernés, mais pour les activités où il y a une source de chaleur permanente, oui. Là, dans ce cas de figure, ils vont être concernés par la pénibilité. Donc, même si ça n'aura pas d'impact sur le fait d'être reconnu en pénibilité, il est quand même important dans ces situations d'envisager l'apport de gilets rafraîchissants. Mais bien entendu, si vous avez la possibilité de réduire la température ambiante en dessous du seuil de 30 degrés, ça restera d'autant plus efficace en termes de prévention. Merci beaucoup, Victor. Alors, nous avions eu ensuite une question qui va être un petit peu plus réglementaire et notamment qui va toucher à un sujet parfois complexe qui est la question du droit de retrait. Dans quelle mesure le salarié peut-il exercer son droit de retrait dans le cadre de la canicule? Alors, c'est une question difficile de par l'absence de seuil réglementaire. Il n'y a pas une température définie par la loi qui dit à partir de tant de degrés, on ne peut plus travailler. Il faut vraiment considérer cette notion du droit de retrait comme étant une situation jugée au cas par cas. Tout va dépendre de la situation de l'entreprise, des mesures mises en œuvre par l'employeur, des conditions de réalisation du travail, etc. Donc on ne peut pas donner une réponse, je dirais, générale à cette question, puisque ce sera forcément une gestion au cas par cas. Malgré tout, il faut garder à l'esprit qu'un salarié qui estime devoir mettre en place son droit de retrait, c'est une forme d'échec, le salarié considère qu'il est dans une situation de danger grave et imminent pour sa santé et sa sécurité. Donc, si l'employeur, l'entreprise met toutes les mesures en place pour limiter le risque de canicule, l'aménagement des horaires, des éléments techniques de ventilation, etc., normalement, il n'y a pas de raison que le salarié exerce son droit de retrait. Mais comme je vous disais, ça sera vu au cas par cas. Autre question complémentaire qui va plus concerner les entreprises du bâtiment et travaux publics. À partir de quelle température mettons les salariés en intempérie pour la canicule? Alors, il n'y a pas de température strictement définie, mais il est possible de mettre les salariés en intempérie à partir des alertes orange ou rouge, ou éventuellement en cas d'un arrêté préfectoral. Donc, pour les entreprises qui souhaiteraient avoir un peu plus d'informations sur le sujet, je vous invite à aller consulter le site de l'OPP-BTP qui a un élément de question autour de ce sujet pour justement expliquer plus précisément. Ensuite, nous avions une question plutôt sur le fait que de savoir comment s'informer sur ce sujet, et je vais inviter Élise à répondre à cette question. Comment rester au courant des alertes canicules via une alerte mail de Météo France? Point d'interrogation. Alors oui, bien sûr, Météo France reste la source la plus fiable à l'heure actuelle. Il existe bien évidemment d'autres sites de consultation des alertes météo. Donc vous pouvez vous tenir informé des différents seuils en consultant quotidiennement le site, comme l'avait dit Victor, qui est remis à jour 2 fois par jour, tout en sachant qu'il existe un système d'alerte sur le site Météo France, mais que celui-ci reste payant. Très bien, merci Élise. Nous avons une question et je vais inviter Aurélie à y répondre. Combien de litres d'eau doit-on prévoir par jour et par personne en cas de canicule? Alors, il n'y a pas de réponse exacte. Dans le BTP, on préconise 3 litres d'eau par jour. Mais en dehors de cette période-là, que ce soit en période de canicule ou en temps normal, il est important de rappeler qu'il faut boire au minimum entre 1,5 litre et 2 litres d'eau par jour. Très bien, merci Aurélie. Ensuite, nous avons une question sur les vêtements de travail, donc je vais inviter Victor à y répondre. A-t-on le droit de porter un short et un t-shirt sur les chantiers? Alors, il n'est pas interdit par le Code du travail de travailler en short et en t-shirt sur le chantier. Cela dit, l'employeur peut imposer des règles vestimentaires par rapport aux résultats de son évaluation des risques professionnels. Au-delà de l'aspect chaleur, par rapport à certains risques, il est préférable d'avoir des vêtements couvrants, risque de coupure, de brûlure, etc. Après, comme l'avait dit Élise et comme je l'avais répété, il est préférable, dans le cas de l'exposition au soleil et d'autant plus en temps de canicule, de privilégier des vêtements à manches longues,
ample et de couleur claire, respirant. C'est ça qui sera le plus efficace pour limiter l'impact de la chaleur et qui permettra également d'éviter les coups de soleil pour les salariés. Parfait, merci Victor. Et nous allons terminer, et je vais de nouveau inviter Victor à répondre sur une question de réglementation. Donc, la question est de connaître la réglementation en vigueur pour les travailleurs en extérieur et notamment, on nous mentionne les ouvriers d'entretien des espaces verts. Alors, il n'y a pas de réglementation spécifique pour les activités extérieures ou d'entretien des espaces verts. Comme on l'avait dit, les activités qui relèvent du secteur bâtiment, travaux publics, on a quelques indications un peu supplémentaires sur la quantité d'eau à fournir, sur la possibilité de se mettre en intempérie, etc. Mais comme vous avez pu le voir depuis le début de ce webinaire, le code du travail n'est pas très précis sur le risque, n'impose pas un seuil de température, impose assez peu de mesures précises. Par contre, ce qu'il impose, comme pour toutes les expositions risques professionnels, c'est que l'employeur, comme il est garant de la santé et sécurité de ses salariés sur le lieu de travail, mette en place toutes les actions nécessaires. Donc, tout ce que l'on vous recommande, même si ça n'est pas toujours noté noir sur blanc sur le code du travail, vous devez l'envisager dans votre démarche de prévention et essayer de mettre au maximum en application les différents conseils qu'on a pu vous donner pour pouvoir ensuite prouver votre implication et dans la mise en place d'un plan de prévention le plus efficace possible. Après, on est dans l'obligation de résultat, donc le mieux, c'est de mettre en place le maximum pour éviter les situations de coups de chaleur, d'accidents de travail liés à la chaleur. Parfait, merci beaucoup Victor. Eh bien, nous n'avons pas d'autres questions sur le chat. Donc, ce webinaire va maintenant toucher à sa fin. Je souhaite remercier l'ensemble de l'équipe projet qui a réalisé et préparé ce webinaire. Également Stéphanie qui était présente sur le chat. Et nous allons vous souhaiter une très bonne journée. Puis pour rester informé, n'hésitez pas à consulter notre site internet, les réseaux sociaux pour rester informé, notamment dans le cadre de la survenue d'une période de canicule. Bonne journée à tous.